Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat, 90 minutes et deux grands thèmes. Notre promesse est de donner du temps à nos experts pour donner du sens à l'actualité. Voici le sommaire de ce 7 février qui marque la 3e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Moins de grévistes, moins de manifestants. Mais peut-on pour autant parler d'un essoufflement du mouvement? Quelle est la stratégie de l'intersyndicale pour les jours et les semaines à venir? Comment le combat parlementaire influe sur la mobilisation et vice-versa? Réponse dans une minute. Et puis pour notre second débat volontairement décalé de l'actualité du jour, direction Mayotte, dans l'océan Indien. Le 101e département français fait face depuis des mois à un mélange de violence, d'insécurité, d'immigration incontrôlée sur fond d'extrême pauvreté. On est en train, nous, à Mayotte, de subir une crise qui était annoncée. On ne peut plus entendre « c'est pas moi, c'est le maire, c'est pas moi, c'est le conseil départemental, c'est pas moi, c'est l'État, c'est pas moi, c'est la police, c'est pas moi, c'est la gendarmerie ». La réponse répressive du gouvernement est-elle suffisante? Les immigrés clandestins venus des Comores sont-ils les seuls responsables de ces violences? Réponse dans 45 minutes avec ce chiffre en tête. À Mayotte, au second tour de la présidentielle, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en première position avec 60% des suffrages. Mais d'abord, donc, la réforme des retraites combattue dans la rue par des centaines de milliers de Français. Encore aujourd'hui, on retrouve tout de suite Quentin Calmet qui est avec nous sur le parcours de la manifestation parisienne, place de la République. Bienvenue Quentin, des éléments, beaucoup de réactions et puis évidemment quelques chiffres que l'on attend. Oui, tout à fait, Thomas, avec des syndicats qui parlent aujourd'hui de mobilisation importante, voire très importante, selon les centrales. Des chiffres similaires à la première journée de mobilisation, celle du 19 janvier, alors qu'il y a une deuxième manifestation cette semaine, elle sera samedi, et qu'une partie des Français est en vacances scolaires. Écoutez le constat de Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière. Aujourd'hui, la mobilisation, elle est pleine et entière. Alors, un petit peu en dessous de ce qu'était le 31, mais tout le monde sait qu'on a 2 journées de mobilisation cette semaine, y compris samedi. J'ai le retour de Reims, encore aujourd'hui 10 000 manifestants, 10 000 au Puy-en-Velay, ils étaient 11 000 la semaine dernière. Donc la mobilisation, elle est pleine et entière. Et quand on fera les comptes à la fin de la semaine, on sera plus nombreux que le 31. Voilà, des mobilisations qui peuvent peser sur les débats parlementaires qui se tiennent en ce moment même dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est ce que dit en tout cas le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Écoutez-le. La mobilisation, elle pèse, y compris sur les députés de la majorité, des députés de droite. Parce que je pense que c'est une réalité de la démocratie. Quand on est élu, on n'a pas un blanc-seing pendant 5 ans pour faire ce qu'on veut. Alors que se passera-t-il si l'exécutif n'écoute pas ces mobilisations? Eh bien là, Philippe Martinez avertit, il faudra alors passer un cran au-dessus. Le climat va alors se tendre et les grèves vont se durcir. C'est ce que nous a dit le leader de la CGT. À la FSU, le syndicat où il y a beaucoup d'enseignants, on alerte aussi sur un ton solennel. Écoutez Benoît Test. Il y a aujourd'hui un problème démocratique de fond dans ce pays. Avec une démocratie sociale qui s'exprime aujourd'hui de manière unanime et très forte. Et il faut entendre ce message. Sinon, c'est le chaos. C'est pas la réforme ou le chaos, c'est l'écoute de ce qui se passe. Ou alors, c'est le basculement vers l'inconnu et vers quelque chose d'extrêmement dangereux pour le pays. Voilà, prochain rendez-vous avec la mobilisation de samedi des syndicats, Thomas, qui appellent à une mobilisation des manifestations à la fois familiales et populaires, Thomas. Merci Quentin, merci également à Yann Effelé et Romain Ferrier qui vous accompagnent sur cette manifestation parisienne. Je vous propose de découvrir, d'accueillir mes invités. Laure Salvin, bonsoir, bienvenue. Vous êtes directrice générale de Kantar Public. Jean-Marie Pernaut, bonsoir, bienvenue. Politologue, chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale. Et je cite votre livre, Le syndicalisme d'après aux éditions du Détour. Benjamin Morel, bonsoir Benjamin, bienvenue. Vous êtes constitutionnaliste et maître de conférences en droit public à Paris 2 Panthéon-Assas. Mathieu Croissando, qui est là un mardi pour une fois. Bonsoir oui. Mathieu, bonsoir, bienvenue à vous, éditorialiste politique. J'ai trouvé qu'il y a toujours des messages à aller chercher dans les réactions comme ça officielles des leaders syndicaux dans une manifestation. On va reprendre certains des propos des uns et des autres. Quand Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière, finalement anticipe
la grève de samedi, enfin les manifestations de samedi, la grève de demain, etc. Laure Salvin, il veut nous donner l'idée d'un mouvement qui ne s'essouffle pas. Est-ce que c'est ce que vous voyez, vous aussi, dans l'opinion ? Alors c'est vrai qu'il faut tenir sur le temps long, Oui. puisque nous aurons des débats et finalement une validation de ce projet ou pas le 26 mars. Donc il y a cet enjeu de tenir sur le long terme. Ce que nous voyons, nous, dans les données d'opinion, c'est effectivement une très grande stabilité de l'opinion, à la fois sur le rejet de cette réforme, puisque majoritairement les Français rejettent cette réforme. Ils soutiennent aussi majoritairement la mobilisation qui a lieu contre la réforme. De la même façon, aujourd'hui comme hier, ils ont toujours le sentiment que les objectifs de cette réforme ne sont pas clairs. Et je pense que ça fait partie aussi un peu du péché originel du gouvernement, c'est-à-dire finalement de ne pas avoir su convaincre sur l'objectif et l'urgence de la réforme. On parle beaucoup de pédagogie aujourd'hui. Je pense que la réforme, elle n'est pas compliquée à comprendre. C'est un recul de l'âge légal à 64 ans, notamment, avec d'autres mesures aussi. Effectivement, c'est surtout ce que l'on retient les uns et les autres. C'est surtout ce que l'on retient, mais c'est pas si compliqué que ça. Je pense que ce qui est compliqué à comprendre pour les Français, c'est pourquoi le gouvernement a voulu mettre en place cette réforme aujourd'hui. Et ça n'a pas bougé. Et de la même façon, je trouve que dans ce que nous disent les Français, il n'y a pas non plus d'opposition très convaincante. Quand on leur demande qui est convaincant sur le sujet en matière d'opposition à la réforme, eh bien les scores ne sont pas très élevés. Et finalement, ceux en qui on a le plus confiance aujourd'hui, ça reste les syndicats, mais à des niveaux assez faibles quand même dans l'opinion. Alors cette impression peut-être d'une situation figée en ce mardi, on va évidemment beaucoup parler de ça dans ce débat. Jean-Marie Pernaut, la stratégie, on l'a entendu, la stratégie de l'intersyndicale, évidemment, c'est de durer, de tenir notamment le temps des débats parlementaires. Mais faire grève, ça coûte cher, et en temps d'inflation, c'est un argument d'autant plus important. Il y a là une équation peut-être particulièrement compliquée à tenir. C'est une équation classique des grèves, mais encore plus en temps d'inflation. Oui, bien sûr. L'enjeu, en fait, c'est aussi la grève, dans ces conflits-là. Parce que dans les conflits qui ne mobilisent qu'à travers les manifestations de rue, le pouvoir politique fait un peu le gros dos, il attend que ça se calme. Le patronat dit rien parce que ça n'affecte pas l'activité économique. Donc, on a vu des grandes séquences comme ça, avec des millions de gens brassés dans la rue comme en 2010, et où finalement, c'était que quelques mauvais moments à passer. Par contre, si la grève s'installe, ce qui avait été le cas en 1995, les manifestations étaient corrélées à un haut taux de grévistes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, là, on arrive à avoir une déconnexion pratiquement. Il y a une baisse du taux de grévistes. Voilà, oui, on peut avoir des manifestations très puissantes et supportées par un mouvement gréviste assez faible. Les gens, ils viennent, ils débrayent. Alors ça, on n'arrive pas à chiffrer ça, parce qu'en fait, sur Paris, c'est impossible à voir, mais dans certaines villes de province, notamment dans les petites, c'est plus facile de voir qu'il y a quand même pas mal d'ouvriers employés qui ont fait des débrayages. C'est pas comptabilisé, mais en réalité, on sait pas très bien quelle est l'ampleur du mouvement d'arrêt de travail. Mais c'est un enjeu sur la durée du conflit, parce qu'effectivement, il mise sur les manifestations. En fait, c'est pas toujours les mêmes qui viennent aux manifestations. De même que c'est pas toujours les mêmes qui font grève. Parce que faire grève deux fois de suite sur le même mois, en ce moment en particulier, c'est compliqué. Mais donc il y en a qui ont fait grève la semaine dernière, pas grève là, et inversement. Et c'est pareil dans la participation aux manifestations, on avait constaté ça en 2010, c'était pas les mêmes qui venaient, il y avait une espèce de brassage, donc même s'il y avait que 1,5 million ou 2 millions de gens à un moment donné, s'il y a toujours 2 millions la semaine d'après, c'est pas forcément les mêmes. On voit que ça engage des gens. Là, le pari des syndicats, c'est de le faire le samedi, pour essayer d'en faire autre chose que simplement arrêt de travail, essayer d'en faire quelque chose de populaire, comme ils disent, faire venir les familles, etc. Ouais. Bon, et même avec, si on fait un focus sur les syndicats de la SNCF, le fait de décider de ne pas faire grève pendant les vacances scolaires, qui est évidemment aussi un message envoyé à l'opinion. Tout ça n'est pas neutre, je pense qu'on y reviendra. Je vais reprendre des propos de Philippe Martinez maintenant, quand il dit « La mobilisation pèse, y compris sur les députés de la majorité et les députés de droite ». Benjamin Morel, les parlementaires, c'est une évidence de le dire, mais ils rendent des comptes à leurs électeurs. Et donc, je parlais dans mes titres de ces vases communicants entre les manifestations, la mobilisation et les débats au Parlement. Les uns influent sur l'autre et vice-versa. C'est tout l'objectif en réalité. Quand vous prenez les grandes réformes sociales qui ont achoppé, il y a toujours un volet parlementaire. Parce que, in fine, si vous avez une majorité pour voter votre réforme, ou si la majorité ne tremble pas sur ses bases, eh bien votre réforme, elle finit par passer. Donc l'objectif à la fois de l'opposition, on y reviendra peut-être, qui fait de l'obstruction massive, et de l'autre côté des syndicats qui manifestent, c'est de faire douter la majorité. Parce que quel va être le coût politique de cette réforme ?
moi, député Ensemble, est-ce que lorsque je me représenterai en 2027, voire même lors d'une dissolution, on me dit qu'elle pourrait arriver, est-ce que mes électeurs vont m'en vouloir ? Moi, député LR, est-ce que j'ai intérêt à soutenir cette réforme, sachant que là aussi, j'ai une partie de ma base qui est en train de me dire de ne pas y aller. Si jamais vous commencez à avoir un doute qui s'instille, eh bien tout d'un coup, vos amendements, ils vont peut-être passer. Si vous commencez à avoir un doute qui s'instille, votre réforme, elle peut potentiellement être rejetée. Et c'est ça que craint évidemment un gouvernement. Et c'est pour ça que du côté de l'opposition comme du côté des syndicats, eh bien le jeu parlementaire est en réalité le cœur névralgique, même si après, il s'agit de montrer que vous avez l'opinion avec vous, il s'agit de montrer que vous avez le peuple avec vous quand il manifeste, il s'agit de montrer que vous avez une capacité de blocage. Mais tout ça, au fond, c'est pour faire douter. Un autre élément, c'est cette phrase de Benoît Teste, le secrétaire général de la FSU, qui dit on a un problème démocratique de fond dans ce pays. En fait, Laure Salvin, ce sont deux légitimités qui s'opposent. Philippe Martinez le disait aussi. Un mandat, c'est pas 50 blancs-seings. Et celle d'Emmanuel Macron, elle est peut-être plus ancienne et un peu plus fragile. De légitimité, oui. Effectivement. Mais je crois qu'en effet, les Français, ils réfléchissent pas comme ça. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'Emmanuel Macron a été élu, en effet, on s'attend à ce qu'ils mettent en place absolument tout sans compromis, sans discussion. Je crois que justement ce qu'ont voulu exprimer les Français, notamment au travers des élections législatives, on l'a bien vu, c'est justement cette peut-être culture du compromis, du débat, de la discussion aussi. Et c'est au sein des parlements effectivement qu'ils attendent cette discussion, pour qu'on puisse mettre en place, et ça je pense que les hommes politiques et les femmes politiques aujourd'hui ont un peu de mal en effet à avancer vers ce modèle-là, vers un modèle beaucoup plus justement de compromis au sein même de leur propre majorité, et pourquoi pas de faire un pas vers une quand on voit les premiers jours de débat, pardon de vous interrompre, mais quand on a vu les premiers jours de débat, le premier jour hier et aujourd'hui à l'Assemblée, c'est pas exactement un ton de compromis. C'est bien le problème, et alors même que c'est effectivement ce qu'attendaient les Français. Mathieu. Moi, je suis toujours partagé quand j'entends que les Français ont fait le choix du compromis. C'est vrai que le résultat de l'Assemblée donne plutôt il y a une obligation, une nécessité de compromis pour se mettre d'accord. Mais je pense que les Français ont quand même voté pour des choix politiques ou idéologiques qui, pour le coup, étaient beaucoup plus dans l'antagoniste que dans le compromis. Je veux dire, les gens, ils ont voté RN, ou ils ont voté NUPES, ou ils ont voté Macron. Et quand on a voté Macron, c'est souvent contre le RN ou la NUPES. Et quand on a voté NUPES, c'est contre Macron. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait eu dans le choix des Français, au moment de glisser le bulletin dans l'urne aux législatives, une volonté de compromis. Après, c'est vrai que pour gouverner, cette Assemblée est réputée ingouvernable, il faut être capable de discuter. Et le gouvernement n'a pas su le faire sur ce dossier-là, du tout. Au-delà des grands discours d'Elisabeth Borne qui appelait à la concertation, elle n'a pas su le faire, la concertation sociale avec les syndicats, elle n'a pas su faire une forme de concertation suffisante avec les parlementaires. Alors il se trouve qu'elle n'est pas aidée parce que LR, avec qui elle avait commencé le dialogue, fait monter les enchères. Mais je ne suis pas certain non plus que les oppositions étaient prêtes à discuter de ce sujet-là sur ces bases-là. Ils ne sont même pas d'accord, quand on regarde, entre le gouvernement et les oppositions, sur le diagnostic et sur la nécessité de faire cette réforme. On a titré ce débat l'impasse. Est-ce que vous avez, moi je disais un petit sentiment d'immobilisme, est-ce que vous avez ce sentiment, Jean-Marie Pernet ? Une impasse, je ne suis pas sûr. Enfin, politiquement, ça peut se discuter, mais là, on est sur un chemin. Ouais. Le mouvement social, il acquiert son rythme. Il y a des poussées dans un sens, un peu dans l'autre. Aujourd'hui, il y avait un peu moins de monde. On va voir samedi, puis programmons sans doute des choses derrière, mais ça a une vie propre, si vous voulez, ces mouvements. Après, les syndicats, ils surfent dessus. Là, l'intersyndicale gère apparemment sans trop d'anicroche. Ceux qui tentaient de déborder un peu le mouvement se sont un petit peu assagis. La grève reconductible, pour l'instant, elle est mise de côté dans les secteurs qui annonçaient, etc. Donc peut-être tout ça va s'ajuster. Alors une impasse, je sais pas, il y a un débat au Parlement en cours, on va voir. Effectivement, les conditions d'un débat parlementaire serein ne sont pas franchement réunies. Les stratégies des uns et des autres ne sont pas forcément d'ailleurs dirigées vers un débat serein et un accord. Il faut dire aussi qu'on paye quand même quelques années, allez, soyons généreux, parce qu'on pourrait parler de décennies d'irresponsabilité parlementaire. Enfin, on a un régime qui est devenu présidentialisme à un point tellement caricatural que demander à la représentation parlementaire d'être responsable, c'est presque anachronique. Enfin, ils ont tellement pris l'habitude de ne servir à rien que, on pourrait dire qu'il y a une occasion à saisir, Benjamin Morel. Il y a une occasion à saisir, et malgré tout, aujourd'hui, vous avez un Parlement qui fonctionne selon des canons un peu plus traditionnels. Parce qu'en réalité, en effet, depuis le quinquennat, on a des majorités absolues, qui plus est avec une déstructuration des partis, parce que en effet il y avait des blocs présidentiels majoritaires, mais il y avait quand même des contre-pouvoirs au sein du parti.
Or, aujourd'hui, eh bien, les partis sont réduits comme peau de chagrin et vous avez évidemment une forme de diktat présidentiel qui contrôle la majorité. Néanmoins, là, on a quelque chose de nouveau. Ensuite, sur ce qui se passe au Parlement, ça s'appelle de l'obstruction. Oui, ça, c'est pas nouveau. Et ça. c'est extrêmement fait de déposer classique. des milliers d'amendements, il y en a peut-être un peu moins que les fois précédentes, mais bon. Vous regardez toutes les réformes des règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat depuis les années 80, toutes les réformes quasiment avaient pour objectif de juguler l'obstruction. C'est quelque chose d'extrêmement classique, il y a quand même des singularités. C'est pas le nombre d'amendements, 20 000. Je rappelle la réforme d'EDF en 2006, 130 000 à l'époque. Souvenez-vous de Jean-Louis Debré qui met en scène les 130 000 amendements sur son bureau. Et vous avez à ce moment-là, malgré tout, une ambiance bon enfant. Je vous invite à reprendre les débats. Vous avez une opposition qui arrive avec des maillots de rugby pour montrer qu'elle va lutter. Vous avez une majorité qui arrive avec des tortues et qui se balade avec des tortues pour expliquer que l'opposition fait n'importe quoi. Il y a en effet un blocage. Pas le climat actuel. C'est pas le climat actuel exactement. Le blocage, il est entre guillemets traditionnel. Il s'agit de bloquer la machine pour laisser la mayonnaise monter dans la rue. C'est très classique. Ce qui est assez nouveau, c'est en effet que là, il y a des tensions qui sont réelles, qui ne sont pas mimées. Elles arrivent toujours, mais là, elles sont continues. Et ça, c'est relativement inquiétant pour le débat parlementaire. Alors Mathieu, on va essayer d'analyser toujours autour de ce mot l'impasse, dans une question beaucoup plus politique. Elisabeth Borne, elle a fini par lâcher du lest dimanche, à la veille de ces débats parlementaires. Pour l'instant, c'est sans succès. Oui, sans succès pour l'instant. Elle se retrouve dans une drôle d'impasse, vous le disiez, parce qu'elle est d'une certaine façon ferme avec la rue. Elisabeth Borne, vous vous souvenez de cette petite phrase « Les 64 ans ne sont pas négociables », alors que c'est le principal mot d'ordre de mobilisation des syndicats. Et de l'autre côté, un peu contrainte à une forme d'ouverture avec le Parlement, ou en tout cas avec certains groupes au Parlement, ou en tout cas avec un groupe au Parlement, qui est le groupe LR. Ce qui donne parfois le sentiment, quand on l'écoute, d'un courant alternatif. Jeudi dernier, sur France 2, elle est inflexible, elle dit c'est comme ça, elle explique sa réforme. Et puis 3 jours plus tard, dans le journal du dimanche, une petite phrase. Nous allons bouger, assorti de 3 gestes, 3 atouts sortis de sa manche. Alors d'abord la possibilité pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans de partir au bout de 43 années de cotisation, donc à 63 ans et non pas 64. La mise en place d'un bilan d'étape, la fameuse clause de revoyure en 2027, et puis l'extension de l'index senior aux entreprises de plus de 50 salariés et non plus seulement à partir de 300, assorti éventuellement aussi de sanctions financières à discuter au Parlement. Les 2 premiers gestes, c'était des appels appuyés au groupe LR qu'on avait fait les points durs. Le dernier, une partie de la gauche et une partie de sa majorité qu'il a trouvé trop timorée sur le sujet de l'emploi des seniors, mais elle a fait chou blanc sur toute la ligne, puisque dans une surenchère assez ahurissante, quand même, faut le dire, une frange des LR continue de faire monter la pression et les enchères. Quant aux syndicats, par la voix de Laurent Berger, il a répondu dès le lendemain, c'est-à-dire dès le lundi, dès hier dans les Échos, ce ne sont pas des rustines qui changeront un projet de loi injuste et brutal. Alors, pendant ces débats parlementaires, est-ce qu'il peut y avoir d'autres gestes de la Première ministre ? C'est compliqué, c'est là que les ennuis commencent, parce que les aménagements, les autres mesures de compensation, tout ça finit par coûter cher, très cher, trop cher pour l'exécutif. On rappelle qu'un tiers des recettes attendues par le relèvement de l'âge légal à 64 ans et l'accélération de la loi Touraine a déjà été mangé, j'allais dire, par les mesures d'aménagement. Et puis certaines demandes, comme je pense à celle du député LR Aurélien Pradier, par exemple, qui lui demande que dès qu'on a cotisé un trimestre avant 20 ans, on puisse bénéficier du dispositif carrière longue. Autrement dit, on l'étend à tout ce que l'exécutif appelle les petits boulots d'été, notamment. Ça coûte 10 milliards, donc ça aurait raison de l'équilibre financier recherché du régime, on rappelle, en 2030. Du coup, le gouvernement, il est contraint de jouer à la marge, dans les marges. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé hier dans Libération peut-être des gestes de revalorisation, de pension ou de compensation pour les femmes qui seront à discuter au Parlement. Mais c'est un chemin étroit. On rappelle en tout cas le garde-fou fixé par l'Élysée, pas touche aux cotisations, pas touche aux pensions. Comment ça peut finir si on essaye de se projeter quelques scénarios ? Alors c'est compliqué parce que personne n'est devin, mais en gros, il y a 3 scénarios possibles, mais ils se terminent pas très très bien pour l'exécutif, aucun des 3. Le premier, c'est celui qu'on pourrait appeler du passage en force ou du passage malgré la mobilisation, que ce soit par un 49-3 ou par un vote même, mais avec un texte qui ne bougerait plus beaucoup malgré son rejet dans l'opinion. Alors là, l'exécutif prendrait le risque de polariser, de fracturer durablement le pays jusqu'à la fin du quinquennat, alimentant soit une révolte sourde mais puissante qui ne faciliterait pas la vie du pouvoir et du prochain gouvernement pour ses futures réformes. Le second scénario, soit pas de majorité, soit blocage du pays, en tout cas renoncement, retrait de la réforme, dissolution.
c'est pas le plus probable, mais c'est un enchaînement des faits qu'on ne peut pas non plus complètement écarter. Et puis la troisième, c'est un projet, j'allais dire, affadi, avec peut-être un report de l'âge légal qui ne serait qu'à 63 ou 64, ou par le jeu, en tout cas, de l'entrée en vigueur de la réforme ou de la clause de revoyure. Voilà, ça serait un petit peu adouci, entre guillemets, dans les faits, mais ça ne satisferait ni les finances du régime de retraite, ni le gouvernement, ni l'opinion. Et donc là aussi, ça serait caramba encore raté. Oui, on va reprendre quelques-unes de ces hypothèses. Alors Salvin, le 49.3, est-ce que vous l'avez évalué, parce qu'il a été utilisé plusieurs fois, on l'associe à un passage en force, c'est le mot qui revient le plus souvent, c'est presque devenu un cliché. Quel effet ça a sur l'opinion et si on essaie de se projeter, quel effet ça pourrait avoir sur l'opinion ? Alors, sur ce thème-là des retraites. Hein. Oui, tout à fait. Le 49.3, c'est pareil, c'est un outil technique au service du Parlement. Vous rappeliez tout à l'heure que les obstructions, effectivement, étaient monnaie courante. Le recours au 49.3, en fait, quand on regarde dans l'histoire parlementaire, effectivement, il y a un certain nombre de ministres qui ont fait appel, qui ont eu recours. C'est de la politique technicienne, je dirais, pour les Français. Certes, ça marque un gouvernement, c'est-à-dire que ça marque une image un peu de dureté, de passage en force, mais aussi de détermination, de volonté de réformer le pays, etc. Quand on regarde notamment ce que pensent les Français sur justement le débouché de cette réforme, ils restent encore persuadés, comme au début des mouvements sociaux, ils restent persuadés que le gouvernement ira jusqu'au bout de sa réforme, à plus de 70% en fait. Donc pour eux, on n'est pas dans une impasse. Hein. Pour eux, on va continuer, on y va, et quitte effectivement à utiliser le 49.3. Et de toute façon, ça a déjà été plus ou moins annoncé ou en tout cas dévoilé par un certain nombre d'opposants. Donc il y a ce point-là, et puis il y a le point aussi sur une réforme indispensable. Je pense que les Français, ils sont une petite majorité, c'est pas très, très important, mais persuadés qu'une réforme est quand même nécessaire. C'est pas le moment, mais elle était nécessaire. Donc quelque part, finalement, même s'il y a un recours à ce 49.3, eh bien, en tout cas, à l'heure actuelle, dans l'opinion, il semble y avoir une certaine résignation ou une certaine fatalité, disons. Est-ce que quand vous analysez, Jean-Marie Pernaut, un mouvement en cours, donc en vous appuyant sur les précédents, etc., parfois on a un peu l'impression que l'histoire est déjà écrite, que c'est un peu toujours le même déroulé, dans les grandes lignes. Est-ce que vous dites ça ? Ouais, ça éloigne pas les surprises possibles. Hein. Ouais. Effectivement, là, par exemple, moi, quand j'ai vu venir cette première grande manifestation, je me suis dit que ça ressemblait furieusement à 2010. C'est un mouvement un peu crescendo, après ça stabilise, après soit on a un petit coup vers le haut, puis après vers le bas, et puis au bout d'un moment, il y a une forme les tensions syndicales arrivent, le pouvoir politique dit qu'il est inébranlable, et donc les gens finissent par se lasser, et puis ça s'effiloche, il y a des secteurs qui durent, d'autres qui reprennent, voilà. Et c'est pas une fin très très bonne, mais aussi, il faut quand même observer une chose, c'est qu'il y a toujours des effets politiques de ces mouvements sociaux. Alors je dis politique, pas forcément au sens partisan du terme, mais ce sont des moments d'intense politisation dans la population. C'est-à-dire que les gens, tout le monde parle des retraites, hein, dans les bistrots, dans les commerces, dans les rencontres de voisinage. On parle de ça, on peut pas. Ouais. Et c'est des moments. Ça laisse des traces, vous voulez dire ? Ça laisse des traces parce que c'est pas souvent que les gens s'intéressent aux questions qui les intéressent. Hein. Souvent, on se déporte sur le politique parce qu'ils sont là pour ça. On va pas voter une fois tous les 5 ans. Mais c'est l'affaire en gros de ces spécialistes, nos hommes politiques. Après tout, ils servent bien à ça. Dans ces moments-là, les gens reprennent un peu pas le contrôle, ça serait beaucoup dire, mais se réapproprient quand même des enjeux qui ont des effets sur leur vie personnelle, mais aussi sur leur entourage, les enfants, la retraite, ça concerne tout le monde. Sur un enjeu qui est quand même un enjeu civilisationnel, la question de la retraite, c'est un point très très dur. Je pense que là-dessus, il y a eu une sous-estimation de la part du gouvernement de cette question. Même s'il peut passer au forceps parce que les institutions font qu'il peut toujours utiliser le 49.3 s'il n'arrive pas à construire une alliance parlementaire. Donc il y a toujours moyen de s'en sortir. Après, c'est à quel coût ? Quel est le coût de cela ? Alors, Benoît Test l'a évoqué dans le petit extrait que vous avez donné, le risque de la violence. Et je pense qu'il faut quand même examiner ça très sérieusement. C'est la grande différence par rapport à 2010. C'est qu'on a eu le mouvement des Gilets jaunes entre-temps. Et que cette idée que peuvent devenir les colères sociales
ça peut devenir très éruptif. Et là, c'est pas la stratégie des syndicats, au contraire, ils ont pas peur, entre guillemets, de ça. Non, parce que pour l'instant, ils tiennent le mouvement. Ils tiennent le mouvement, les manifs sont bien ordonnés, selon la tradition, très institutionnalisés, mais l'entêtement à ne pas bouger, ce qui n'est pas négociable, enfin, je ne parle pas des petites provocations du président de la République allant le jour de la première manif en Espagne pour dire qu'il n'y a que la culture qui compte, ou la littérature, je ne sais plus, enfin bon, alors qu'il y avait 2 millions... 1 million, comme vous voudrez, dans les rues. Enfin, il y a des provocations qu'on aurait pu éviter. Enfin, ça peut cristalliser des colères. Et là, on ne sait pas ce que ça peut donner. Ouais. Vous vouliez intervenir ? Juste, oui, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que depuis l'élection présidentielle, l'intérêt pour l'actualité politique n'a pas baissé, alors même qu'en principe, en temps normal, justement, juste après une élection, on voit l'intérêt pour l'actualité politique qui baisse, et puis on a un petit ronronnement dans l'actualité. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a un niveau d'intérêt qui est extrêmement élevé chez les Français. Et puis le deuxième point aussi que je voulais souligner, je pense que cet intérêt pour la politique, c'est aussi un intérêt plus global sur les questions de société. Je pense qu'on est dans un monde un peu en bouleversement, en changement, en transformation. Et je pense que ce que regrettent aussi les Français aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas eu un débat sur le monde du travail, le travail, puisqu'en fait, c'est ça, pourquoi on ne veut pas rester plus longtemps à travailler ? Est-ce que c'est vraiment parce qu'on n'est pas bien au travail, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons ? Et là, je crois aussi que c'est dommage, et que je pense que les Français attendaient ce genre de débat. C'est peut-être pour ça que cette réforme, elle tombe à un moment qui est quand même très particulier, où on se pose, la société française se pose des questions sur le sens du travail. C'est peut-être pas le moment d'imposer de cette façon 2 années supplémentaires. Et on fera d'ailleurs un débat sur la valeur travail et le sens de cette idée dans quelques jours sur ce plateau. Il y a la question, Benjamin Morel, j'allais dire, d'une clause, d'un contrat de confiance que les syndicats pourraient presque renouer avec les Français à l'occasion d'un mouvement comme celui-là. Est-ce qu'on pourrait dire ça du Parlement aussi ? Peut-être potentiellement, c'est-à-dire que, alors je parle sous le contrôle de la sondeuse, mais en effet, il y a dans la forme de polyphonie parlementaire, grosso modo, une vie parlementaire en régime hyper-présidentiel, excusez-moi, mais c'est ennuyant à mourir. Oui, vous avez un homme qui décide, et du coup, la politisation, nous évidemment, ça nous intéresse, mais pour les Français, il n'y a pas réellement d'enjeu. Là, ce qui est intéressant avec cette réforme, c'est que malgré tout, il y a un enjeu au débat, et il y a eu des enjeux lors des précédents mois. Dès le moment où vous introduisez de l'enjeu, vous créez de la politisation et vous créez de la participation. Regardez les États-Unis, rien à voir, mais Trump-Biden, ça mobilise. Les élections précédentes, son vrai enjeu perçu, ça ne mobilise pas. La mobilisation, la politisation suit l'enjeu. Et pour revenir sur ce qui a été dit, écoutez Marine Le Pen hier, assez intéressant le parallèle qu'elle fait avec 2005, parce qu'évidemment, elle compte capitaliser là-dessus. Si jamais cette réforme passe, et c'est là que la question 49 alinéa 3 peut être intéressante. Si cette réforme passe, mais que le sentiment, c'est que la démocratie a été volée, eh bien là, il y a 2 possibilités. Soit je me suis politisé, et en me politisant, j'y ai cru, et j'ai l'impression qu'on m'a volé la chose, et je considère que la politique ne peut rien, qu'en fait on m'a menti, et je me dépolitise. Soit je considère que, il faut être en colère, et là Marine Le Pen évidemment capitalise. Le 49 alinéa 3 en lui-même, c'est juste un alinéa d'un article de la Constitution. La manière dont vous le politisez, en revanche, c'est différent. Que vont faire les syndicats ? Que va faire la NUP ? Que va faire le RN ? Ils vont tenter de politiser ce 49 alinéa 3, dont je vois mal comment aujourd'hui on pourra se passer. Et si jamais ils le politisent bien, à ce moment-là, il y a des conséquences. Mathieu ? Je mets 2 bémols. C'est d'abord que les organisations politiques comme les organisations syndicales sont quand même en totale décrépitude. Oui. Il faut le dire, on a un taux de est-ce que la confiance se renoue ? famélique, et puis les partis se vident de leurs adhérents. Vous pouvez tous les prendre. Je veux dire, ils se regonflent parfois pendant la campagne présidentielle, et ensuite ils se vident. Et on n'a pas vu, en tout cas sur les 10 dernières années, ça sera peut-être très différent cette fois-ci, mais de mouvement d'adhésion vers un parti pour changer les choses, une fois qu'on s'est conscientisé lors d'une réforme qui a été beaucoup débattue. Ça n'empêche pas que les Français en discutent, soient politisés, s'affrontent, en débattent. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est la traduction, l'éventuelle traduction dans les urnes derrière, ou qui pourrait tirer les marins du feu. J'aimerais citer un très bon exemple, 2005, où des gens ont l'impression que la démocratie est volée, et qui est élu en 2007, Nicolas Sarkozy. Jean-Marie Le Pen fait un des plus mauvais scores du Front National de ces 20 dernières années. Donc ça ne bénéficie. Et puis l'extrême gauche, qui s'était aussi beaucoup mobilisée, ou en tout cas une partie de la gauche, contre le référendum constitutionnel européen, enfin le traité constitutionnel européen, n'en a pas du tout bénéficié. Donc il n'y a pas d'effet mécanique
d'une grosse contestation sociale par la suite. Voilà. Alors, je voudrais vous proposer une réaction dans ce débat, celle de Gabriel Attal, ministre délégué au compte public. Alors, c'était hier en ouverture des débats à l'Assemblée. Si nous ne faisons rien, notre système de retraite accumulera 150 milliards de déficit dans les 12 prochaines années. Si nous ne faisons rien, dans ces conditions et pour éviter une rupture de trésorerie, il y aura dans les années à venir des baisses de pensions, comme on l'a vu il y a des années dans des pays européens. En synthèse, voilà très précisément pourquoi nous faisons cette réforme. Pour pouvoir continuer à garantir à chaque Français que pour les années à venir, oui, il pourra compter sur une retraite. N'ayons pas peur de le dire, en matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Une réforme ou la faillite, Laure Salvin, cet argument qui n'est pas nouveau, hein, qui est souvent un argument traditionnel, on va dire, de la droite, j'ai l'impression qu'il n'infuse pas du tout, ou très peu dans l'opinion depuis des semaines. Même si le gouvernement, quelles que soient les voix qu'il exprime, voilà, le répète. Je crois qu'il n'y a ni la faillite, effectivement, ni la question de la dette. Il y a encore une dizaine d'années, la question de la dette était très présente dans les esprits des citoyens, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui les préoccupait. La dette publique, le remboursement de la dette publique, aujourd'hui, elle est au 17e rang des préoccupations des Français, donc on n'est plus dans quoi qu'il en coûte est passé par là. Le quoi qu'il en coûte est passé par là, absolument. Et puis, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on est dans un monde en plein bouleversement, en pleine transformation. Qui peut dire dans 20 ans ce qui va se passer d'un point de vue démographique, d'un point de vue du travail des seniors, du travail des plus jeunes, etc. Donc effectivement, c'est un peu compliqué de se positionner sur ce créneau-là, sur l'idée qu'effectivement c'est la réforme ou la faillite, sachant en effet que ce qui préoccupe aujourd'hui les Français et qui les préoccupe, je dirais de façon très aiguë, c'est le pouvoir d'achat avant tout aujourd'hui, non pas. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est-à-dire que souvent les Français demandent des réformes d'anticipation, mais là, ils sont dans une telle situation de malaise qu'en fait, ils ne sont plus du tout dans l'anticipation, mais vraiment dans la gestion du quotidien, qui est extrêmement compliquée, notamment avec l'inflation, le prix de l'énergie, etc. Jean-Marie Pernaut, on pourrait savoir gré au gouvernement de vouloir sauver le régime de retraite par répartition. Oui, enfin, vous disiez, c'est la litanie depuis le début, non. Quand la réforme est annoncée, c'est pas au nom des déficits à attendre. C'était pour dégager des marges de manœuvre, pour relancer l'investissement dans les domaines où la France doit investir. C'était l'idée de baisser le poids des pensions dans le revenu national pour dégager des marges de manœuvre ailleurs. La situation du système n'a pas été évoquée dans un premier temps. Voyant que ça patine, on a ramené ça. Et on essaie de dramatiser là-dessus. Enfin, le calcul de Gabriel Attal, le 150 milliards, c'est qu'il ajoute le déficit en supposant que demain, le déficit soit de 10 milliards annuels, ce qui n'est pas vrai parce qu'il est projeté sur 15 ans. Mais il additionne tout le stock de dettes que ça fabrique. Enfin, c'est une volonté de dramatiser. Le problème qu'ils ont, c'est que les gens n'y croient pas. Parce que il y a ce que vous dites sur... oui, enfin, quand il y a besoin de dégager de l'argent, on en trouve. Et puis que c'est pas vrai, le système par répartition n'est plus en danger. Laurent Berger l'explique toujours très bien en disant c'est pour ça qu'il y a eu les réformes en 2010, c'est pour ça qu'il y a eu la réforme Touraine, c'est justement pour veiller. Le système par répartition, son gros avantage, c'est que justement on peut le gérer. On peut jouer sur un certain nombre de paramètres. Au départ, ça a été conçu comme ça. On pouvait jouer sur les cotisations, on pouvait jouer sur les durées de cotisation, sur leur montant, etc. Donc, c'est un système qui se pilote. Donc, l'idée que le régime va sombrer, s'effondrer, enfin, tout ça, c'est une dramatisation qui patine complètement dans le vide. Surtout que là, quand même, il y a quelque chose qui est... c'est qu'il y a un front syndical qui tient le même discours. Vous disiez tout à l'heure, les syndicats, etc. Ah ouais, d'accord, mais enfin, les syndicats, ils mettent plus de 2 millions de personnes dans les rues. Qui, en France, aujourd'hui, peut mettre 2 millions de personnes dans les rues mais pas avec une cote de confiance très élevée. Le taux de syndicalisation est faible en France. Le taux de syndicalisation est faible, en effet. Je ne suis pas le dernier à le relever. Mais, malgré tout, aussi, dans l'opinion, il ne sont pas les vainqueurs du lorsqu'ils mouvement, pour offrent autant. un cadre avec un mot d'ordre assez simple, parce que c'est effectivement les 64 ans qui passent pas, lorsqu'ils produisent une analyse, qu'ils le disent ensemble, parce que c'est quand même pas toujours,
et qu'ils offrent un cadre d'action qui convient, qui est institutionnalisé, dans lequel les gens se retrouvent, les gens descendent dans la rue. Donc, si vous voulez, je ne prononcerai pas le diagnostic de leur mort trop vite, même si je fais un bouquin pour ça, pour critiquer le syndicalisme d'aujourd'hui en disant qu'il faudrait qu'il bouge. Mais enfin, il y a de la ressource. Pour peu qu'ils le fassent ensemble, qu'ils disent des choses qui apparaissent relativement sensées. C'est des acteurs quand même de la démocratie qu'il ne faut pas, et pas seulement de la démocratie sociale, même s'ils utilisent eux-mêmes ce terme. Je crois que c'est des acteurs de la démocratie tout court qu'il ne faudrait peut-être pas trop vite dévaluer. Et c'est pour ça que ce conflit, cette période, elle est passionnante, parce que c'est aussi, si les syndicats réussissent à faire plier ou céder le gouvernement, forcément, on peut imaginer que leur code d'adhésion ou de confiance va remonter, puisque les Français diront « Ah bah oui, ça peut servir à quelque chose, finalement, les syndicats, après quelques échecs précédents ». Je voudrais qu'on fasse un petit focus sur les LR. On en a évidemment déjà parlé, mais ce qui est pas si simple quand on essaye de faire plaisir aux LR, c'est qu'ils sont pas toujours d'accord entre eux non plus. Et écoutez Aurélien Pradier, qui lui est opposé à la mesure d'âge, il le rappelait ce matin sur notre antenne, et puis ensuite Éric Ciotti qui demande plus d'unité au sein du parti. Moi, j'ai une position qui n'a pas varié. Alors je sais, je vais essuyer pendant quelques semaines le mépris, la condescendance de tous ceux qui mettre pression pour que nous cédions au gouvernement, que nous acceptions, que ça suffit, on a assez défendu, assez obtenu de choses. Eh bien moi je ne le crois pas. Moi je dénonce toutes les attitudes qui sont contraires à l'unité, au rassemblement de notre famille politique. Nous sommes dans un moment difficile pour les Français, et cela nécessite de mesurer chaque fois ces points de vue, ces prises de parole. Benjamin Morel, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On compte on compte parti par parti les députés qui potentiellement peuvent voter cette réforme? Alors, on compte à la NUP, ça ne posera pas de problème, entre guillemets. On voit à peu près comment les députés vont voter. On compte également au RN, ça ne posera pas de problème. Dans la majorité, c'est un peu plus compliqué. Et c'est un problème pour le gouvernement, parce que quand vous avez une majorité qui commence à se diviser, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un problème. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de groupe LR. Enfin, il y en a administrativement, évidemment, mais il n'y a pas de groupe LR. Et c'est l'erreur peut-être magistrale en termes de stratégie parlementaire du gouvernement. La première grande concession, celle qui aurait peut-être permis de démobiliser un petit peu, elle a été faite en amont de la réforme. Quand Elisabeth Borne dit non, pas 65, 64 ans. Elle a pour quel objectif, cette concession? D'acheter le groupe LR. Mais il n'y a pas de groupe LR. Éric Ciotti n'a pas d'autorité sur son groupe. Et donc, ce faisant, ça tire quand même dans tous les sens. Vous parliez du JDD de ce week-end. Quelle est la volonté d'Elisabeth Borne? D'acheter LR. Nouvelle erreur, parce que, encore une fois, ça ne marche pas. Vous avez des députés qui craignent une dissolution ou qui visent 2027. Ils ont des remontées du terrain qui leur disent ne votez pas cette réforme. Éric Ciotti n'a pas les moyens de les contraindre. Vous avez des logiques internes au parti. Aurélien Pradier, Xavier Bertrand, etc. Éric Ciotti n'a absolument aucune autorité sur eux, pas même Olivier Marleix. Et donc, ce faisant, aujourd'hui, aller chercher LR est probablement une erreur stratégique. Par ailleurs, le gouvernement a commis une autre erreur, c'est que, à travers le PLFSS, il ne peut pas faire beaucoup de concessions. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est un texte uniquement financier. Toutes les concessions sur l'index senior, sur la pénibilité, ça ne peut pas figurer dans le texte. Donc, quand vous voulez aller chercher un député LR, ces concessions-là, c'est un tiens vaut mieux que deux tu l'auras, parce qu'en réalité, ça viendra dans un autre texte, le texte travail, le texte montage, etc. Ça ne viendra pas tout de suite, donc ce n'est pas efficace. Donc là, aujourd'hui, pour le gouvernement, aller chercher ces députés, c'est pas peine perdue, mais c'est compliqué. Mathieu? C'est la seule solution qu'ils ont pourtant, oui. Parce que sinon le projet n'est pas adopté. Et c'est vrai qu'Éric Ciotti ne tient pas ses troupes. Tient-il même ses convictions? Souvenez-vous que lorsqu'il s'est présenté à la présidence de LR le 11 décembre dernier, c'est quand même pas il y a 100 ans, il défendait dans son projet la retraite à 65 ans et un allongement de la durée de cotisation de 43 à 45 ans. On va, pour terminer, il nous reste quoi? Les 5 minutes, parler de la mobilisation de la jeunesse, élément évidemment important dans l'équation de ces prochains jours. Je vous propose d'écouter la présidente de l'UNEF qui était ce matin à la fac de Tolbiac. Aujourd'hui, notre quotidien en tant qu'étudiant à 20 ans, c'est de faire la queue dans des distributions alimentaires pour se nourrir. Et ce qu'on ne veut absolument pas, c'est à 67 ans, rebelote, continue à faire la queue dans des banques alimentaires pour pouvoir manger à la fin du mois. Et donc c'est pour ça que les jeunes sont mobilisés aujourd'hui et qui rejoindront l'ensemble des cortèges à travers la France pour faire entendre la voix de la jeunesse. Alors Salvin, si on rentre un petit peu plus là dans le détail des enquêtes d'opinion sur la mobilisation des Français contre cette réforme des retraites, les jeunes, ils sont moins mobilisés au même niveau que les autres tranches d'âge?
Alors, ceux qui sont le plus en soutien de la réforme, ce sont les 65 ans et plus. Ça, c'est clair. Donc, c'est ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Voilà. Pas concernés par la réforme. Exactement. Que ça bouge quand même chez les retraités, un peu. Enfin, j'ai très peu. Ouais. Ça reste quand même. C'est pour ça que tout à l'heure on disait il y a quand même une certaine stabilité de l'opinion sur ces sujets. Ça bouge de 2-3 points, mais bon, voilà, c'est pas massif. Ceux qui la rejettent le plus cette réforme, ce sont les 50-64 ans. C'est-à-dire ceux finalement qui vont être vraiment impactés par cette réforme, ceux qui s'étaient déjà fait un certain nombre de projets, qui avaient déjà anticipé, etc. Les jeunes finalement, donc je dirais parce que tout dépend à partir de quel âge vous êtes jeune. Donc, en dessous de 50 ans, donc les 18-34 ans, ce ne sont pas ceux qui sont le plus en rejet de la réforme des retraites. Au contraire, ils sont même très légèrement au-dessus des 35-50 ans, par exemple. Vous voyez, ils sont à peu près 32%, 32-35% à soutenir la réforme des retraites. Donc, on ne peut pas dire que c'est une mobilisation particulièrement jeune. On voit effectivement que dans les médias et l'opposition, ils essaient en effet d'utiliser ce levier-là, de dire on a la jeunesse avec nous. Et puis, effectivement, il y a eu les grèves dans des lycées, on l'a vu, des manifestations de lycéens. Mais dans la réalité... Assez peu, quand exactement. On prend le nombre de lycéens et dans la vraie vie, et quand on interroge un échantillon représentatif de Français, en effet, ce ne sont pas les jeunes qui sont les premiers soutiens. Jean-Marie Pernaut, historiquement, là aussi, ça peut faire basculer un mouvement, l'entrée des étudiants. Je pense que c'est la grande hantise du pouvoir politique aujourd'hui, parce que il y a deux problèmes et un troisième. Le premier, c'est la grève. Ce qu'on a commencé par là, on ne va pas y revenir. Le deuxième, c'est la jeunesse. Si la jeunesse rentre vraiment massivement dans le mouvement, alors là, c'est le CPE 2006... on contrôle plus rien, on est obligé de retirer en catastrophe, etc. Parce que quand les lycées sortent, ça devient plus contrôlable. Donc là, il y a ça. Alors, après, moi, pour observer un peu les manifestations, il y a quand même pas mal de jeunes. Mais je pense, comme vous, semble-t-il, que je ne suis pas sûr qu'ils sortent vraiment massivement sur la question des retraites. Enfin, d'une certaine manière, c'est un petit peu rassurant, parce que s'il y a 14 ans, leur souci principal était la retraite, ça serait quand même pas un très bon signe pour le pays. Je ne crois pas que ça soit en 2006, c'était sur le contrat de travail qui était offert à des jeunes rentrant sur le marché du travail. Donc là, ils étaient très directement impactés, c'était une mesure extrêmement discriminatoire à leur égard. Donc la réaction a été extrêmement vive. Là, malgré tout, moi je trouve qu'il y a pas mal de jeunes dans les manifs. Enfin, les cortèges sont plus jeunes que les effectifs syndicaux. Ça, c'est clair. Mais effectivement, c'est pas évident que les jeunes rentrent dans l'action. Le troisième scénario qui pourrait faire bouger vraiment les choses, et du coup, on arriverait à une crise politique, c'est la question de la violence que j'évoquais tout à l'heure. C'est que s'il y a une perte de contrôle et qu'il y a des formes radicales qui prennent le relais sur le thème, de toute façon, rien ne marche. La démocratie, il dit qu'il a été élu pour faire ça, il n'a pas été élu pour faire ça, il fait. Les syndicats, les manifs gentils, derrière les banderoles, ça sert à rien, etc. Et de toute façon, ils s'en foutent. Enfin, bref, vous voyez le type de discours qui peut se... Et là, ça ne jouerait que sur des minorités, mais des minorités qui peuvent être actives. Les Gilets jaunes ont un petit peu montré le chemin de ce qui est possible si on ne respecte pas les codes classiques de la protestation collective. Donc voilà, je crois qu'avec ça, c'est les trois facteurs qui peuvent vraiment modifier le paysage. Le reste appartient au champ politique, les crises, la majorité, etc. Bon, moi, je suis un peu comme vous, je ne crois pas beaucoup à la solution parlementaire. Enfin, je pense qu'on ira au 49-3, parce que le reste est assez quand même difficile à organiser, si on vous entend bien. Mais bon, et puis voilà, après, quel effet ça aura dans l'opinion, comment ça va se payer dans les urnes 6 mois, 1 an, 3 ans plus tard, je crois que vous aurez l'occasion d'organiser d'autres débats dans ce cadre-là. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce premier débat. Jean-Marie Pernaut, je rappelle le titre de votre livre, vous l'avez évoqué, Le syndicalisme d'après, qui est publié aux éditions du Détour.